Si je réduis le jeu vidéo, j'ai un contenu, il est sur mon ordinateur, il faut que je le passe sur ta plateforme d'implémentation. D'accord ? C'est sur la plateforme qui va en faire l'interprétation de mes datas pour en fabriquer du jeu. C'est quoi le chemin le plus direct? C'est le net. Si tu veux vendre des consoles, tu peux pas faire du démat. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas dématérialiser ta console, donc tu es obligé d'avoir un magasin pour la vendre. Et si tu as besoin d'un magasin pour vendre la console, sachant que le vendeur, le magasin, il fait pas beaucoup de marge sur la console, il en fait un peu plus sur les jeux, et que tu démates tes jeux, il va te dire bah non, je vends pas ta console. Pourquoi tu veux que je vende une console qui va te servir à vendre des jeux qui me squeeze? J'en veux pas. Pour les magasins, à mon sens, la distribution physique ne disparaîtra pas dans les années qui viennent, mais par contre, elle va probablement évoluer vers une distribution très ciblée, vers ce qu'on peut appeler le jeu premium dans son approche, l'aspect collector aussi des contenus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a assez peu de charme à télécharger un jeu vidéo ou à y jouer depuis une plateforme dématérialisée, tout simplement parce que ce qu'on achète, c'est une série de chiffres, une combinaison de chiffres et de lettres. Et donc, ça manque un peu de... Voilà, si on peut avoir un bel objet avec, si on peut matérialiser son acte d'achat, les joueurs les plus passionnés sont encore très férus de ce genre de choses. Donc, je pense que la distribution physique va progressivement être amenée à être une distribution très premium, très qualitative, voilà, pour des offres packagées, des offres gold, etc. L'avantage du magasin, c'est qu'il a cette dimension d'instantanéité. Voilà. Et il a aussi sa dimension de matérialité. Mais ça, c'est abscon. Enfin, l'idée que j'ai un truc, je l'envoie à une usine, cette usine, elle utilise plein de matériaux et des tonnes d'énergie, des matériaux non renouvelables pour imprimer un CD. Ensuite, ce CD, on l'envoie au Auchan le plus proche de chez toi, avec des camions et machin et trucs. Et le Auchan, il te le donne contre de l'argent. Et ensuite, tu repars chez toi en voiture. Et puis après, tu le mets. Et puis après, le CD, au bout de 3 ans, il est pourri, etc. Cet effort de monstre pour passer un contenu d'un endroit à un autre, quoi. Il y a un avenir certain dans le transmédia merchandising. Star Wars l'a très bien compris, tant que ça reste de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des produits bonus, collector, tout ça, sont plutôt décevants dans le jeu vidéo. Alors les versions collector, elles sont, je suppose, envoyées aux youtubeurs et aux journalistes, voilà, pour leur faire plaisir. Sont des objets de relations presse. Après, c'est juste, on va dire, c'est juste que c'est pas leur métier. Voilà. Et il n'y a pas encore, il y a tant de choses à faire dans ce secteur d'activité. Mais si je devais faire un autre métier que le mien à l'heure actuelle, bon, la première chose que je ferais, c'est public relations pour les indés. C'est-à-dire que je mettrais en relation les indés avec les médias, parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme de ça en France. Et sinon, effectivement, un autre secteur, c'est faire des beaux produits matériels en dehors du jeu vidéo. Les gens adoreraient acheter un atlas de toutes les cartes des jeux Nintendo. Je te donne ça, tu l'achètes tout de suite. Les progrès du numérique sur console sont quasi ridicules. C'est-à-dire que par tout un jeu de pouvoir et un jeu de problèmes commerciaux aujourd'hui, il est plus difficile et plus cher d'acheter un jeu dématérialisé sur console que d'acheter un jeu physique sur console, ce qui est quand même une complète aberration. Donc tant que ce truc-là n'est pas réglé, la plateforme va stagner. D'ici 10 ans, tu ne pourras plus revendre ton jeu parce qu'ils auront tous fait Hitman ou ils auront tous fait des gags comme ça où tu achètes le jeu et puis il y a plein de trucs qui sont bloqués, où tu achètes en fait la saison 1 en CD et plus ou moins le compiler, tu vois, et le contenu est quasiment déjà dessus ou sur la console. La force de Steam, c'est que c'est né d'une initiative comment dire, égoïste, entre guillemets, enfin, d'un intérêt commercial de Valve qui voulait se détacher du pouvoir d'un éditeur, mais que tout ce qu'ils ont fait ensuite, c'est rajouter de la valeur ajoutée aux joueurs, avec ce coup de génie absolu qui a été le lancement de Steamworks. Ils ont été extrêmement malins, et objectivement, la plateforme aujourd'hui, elle apporte énormément aux joueurs. C'est pour ça que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Et il n'y a pas de barrière d'entrée là-dedans. C'est-à-dire que si demain, un gars de la Silicon Valley a une super idée, une super interface, et qu'il lève 100 millions, il explose Steam s'il est meilleur. Il explose. En 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Il n'y a pas de barrière d'entrée là-dessus.
Il n'y a pas de technologie mystère, il n'y a pas d'algorithme compliqué. C'est vraiment une question d'idées et de services et d'engouement. Sur mobile, il y a deux pôles quand on exclut la Chine, c'est l'App Store et Google Play, qui sont deux marchés équivalents. On ne peut pas dire que l'App Store soit plus puissant économiquement que l'un que l'autre, ils sont vraiment équivalents. Mais ils sont un petit peu différents. Mais en tout cas, ces deux sociétés qui vont faire donc 99% de vos ventes, sur mobile, ce sont des sociétés qui vont mettre en avant 10 jeux par semaine. C'est-à-dire qu'on passe de 500 jeux ou peut-être 1000 jeux par jour à 10 jeux par semaine qui sont mis en avant et qui seront achetés. Et le reste, c'est un an de travail, parfois 3 jours de travail parce qu'il y a beaucoup de clones quand même, qui va partir dans les limbes du néant. Aujourd'hui, la ruée vers l'or du mobile est quasiment terminée parce qu'il y a des gros acteurs maintenant sur mobile qui sont Supercell et King qui monopolisent complètement le marché. Nintendo, chez eux, c'était le Japon. Le Japon, il est en train de passer tout mobile. Et Nintendo commence à lorgner sur le marché mobile. Et nous, développeurs mobiles, par exemple, les chargés d'affaires Nintendo, ils viennent nous voir, ils nous laissent leur carte. Ce qui était inimaginable il y a 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que Nintendo, ils ne nous auraient même pas répondu au téléphone il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils commencent à nouer contact. Les gens qui s'enrichissent actuellement dans le marché mobile, ce sont les vendeurs de pioches. C'est-à-dire, c'est tous les gens qui vendent des solutions de paiement, qui vendent des users qui soient faux ou vrais d'ailleurs. C'est-à-dire tous les gens qui se placent entre le joueur, le distributeur et le créateur de jeu. J'adorerais qu'au lieu qu'il y ait des items débiles à vendre dans les jeux, des items cosmétiques par exemple, qui soient tous donnés à tous les joueurs, mais que vous n'ayez pas forcément celui que vous voulez vous, et que les joueurs soient obligés de se les acheter avec du vrai argent entre eux, et que simplement l'éditeur perçoive une commission sur les transactions. Pour le free-to-play, si on propose que la carte bleue, ça ne va jamais marcher. Il faut pouvoir proposer du SMS, ce qu'on appelle des boletos en Amérique latine, c'est-à-dire qu'on va dans un café avec un billet de 5 $ et il nous donne un code en échange et ce code-là, on le rentre en jeu. Ça permet d'utiliser de la monnaie réelle, un vrai billet, pour avoir du contenu en jeu. Il y a une véritable recherche et développement à faire, mais à mon avis qui est déjà fait, hein, qu'on ne s'imagine pas à quel point les gens sont en avance, mais qu'on n'applique pas encore parce que les modèles très primitifs actuels marchent très bien. Depuis l'avènement des modèles freemium, on a des joueurs qui vont télécharger des jeux, mais ces jeux s'inscrivent dans la durée et le joueur revient régulièrement au jeu puisque c'est des jeux, prenons l'exemple de Candy Crush, de Clash of Clans ou de Criminal Case pour citer un jeu français. Ce sont des jeux dans lesquels les joueurs vont jouer régulièrement et leurs actions dans le jeu peut être à la fois analysé, décortiqué et faire l'objet d'un certain nombre d'interactions avec le producteur qui lui est derrière finalement ce jeu et voyant les interactions de ces joueurs peut affiner, peut modifier le gameplay, peut modifier les interactions avec les joueurs pour modifier l'expérience de jeu. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait un jeu de 0 au bout de 5 ans sans en parler à personne et qui d'un coup fonctionne. Mais même The Witness, il a fait Braid avant, il a quand même une expérience, etc. Il a eu des playtesters, donc non, c'est super important de faire jouer son jeu. Aujourd'hui, on le voit dans les sociétés, on embauche beaucoup de programmeurs, on embauche évidemment aussi beaucoup de gens dans les métiers artistiques, mais les métiers du marketing et de l'analyse de données, ce qu'on appelle les data analysts, sont des métiers qui sont en très fort développement. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent des salles de marché boursières, qui viennent d'environnements qui sont absolument très éloignés du jeu vidéo, mais qui ont une science de la mathématique qui leur permet, par des probabilités, par un certain nombre de calculs, par des algorithmes, de savoir exactement ce que les joueurs vont faire, dans quelle direction ils vont aller, quelles vont être leurs interactions au sein du jeu, et donc d'affiner vraiment le lien qu'on a avec le joueur pour garder le plus possible le joueur et l'amener finalement à augmenter son expérience de jeu et donc à devenir un joueur finalement payant quand le joueur est quelqu'un qui va accéder gratuitement au jeu. Je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout à la VR, par exemple, à la réalité virtuelle. Je pense que c'est une bulle qui
qui va retomber très très vite, comme la 3D. Ça ne va pas remplacer l'écran, ça va être un écran de plus. De la même façon qu'on a l'écran de téléphone, l'écran de la télé dans le salon et l'écran d'ordinateur. Ils ont tous des expériences qui sont différentes, qui sont uniques et qui fonctionnent. Ça ne va pas être d'un seul coup mergé et rassemblé dans l'écran de réalité virtuelle. Tu vas avoir un quatrième écran entre guillemets avec ses propres expériences qui sont un peu différentes. Ça va un peu à l'encontre du jeu comment dire, casual qui est un peu la tendance aujourd'hui, c'est-à-dire être à la fois dans la vie et dans le jeu. Et même dans 10 ans, il ne me semble pas que ça va être la prochaine révolution comme le mobile l'a été en fait. C'est quelque chose qui appelle beaucoup à des gens qui sont déjà des early adopters, qui sont déjà dans le milieu, qui aiment beaucoup la technologie et les gadgets, et c'est pas forcément du grand public. Je pense très sincèrement, pour avoir essayé souvent la VR, qu'elle va faire comme les smartwatches. C'est-à-dire que les smartwatches, c'est une idée de gens qui ont grandi dans les années 60, 70, 80, qui étaient déjà ados dans ces années-là, à qui la SF l'a promis, et qui sont donc hyper excités par cette idée-là. Les contraintes de construction de jeux sont encore beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que là où dans Fallout, si j'ai une texture un peu pourrie sur un objet qui traîne en bas à gauche dans une scène, c'est pas très grave. Mais en réalité virtuelle, tu peux te pencher, tu peux regarder de près, il faut que ta texture, elle scale, elle soit propre, même quand tu regardes de très près. Donc imagine, tu fais Fallout en réalité virtuelle, tu multiplies ton prix. Alors elle a beaucoup plus sa place à Disneyland qu'elle n'a sa place dans mon salon. Ou même pas dans mon salon, tu vois, à mon bureau, quoi, où il y a mon ordi. Comme c'est les balbutiements, les constructeurs donnent beaucoup plus facilement des dev kits, ils donnent des subventions aussi pour que des jeux qui showcase bien leur technologie sortent. Quand tu es trop impliqué dans un Eldorado, tu as les effets de bulle, les effets de wagons d'argent qui sont investis dans ces univers-là, où tu n'as plus une sens de réalité. La démonstration est incroyable. Et c'est évident que quand tu sors de là, déjà tu t'achètes un device et tu as envie de travailler là-dedans. Parce que c'est extrêmement convaincant aujourd'hui. On est quasiment dans le rêve du passé. Et même, je pense qu'il est raisonnable de penser que dans les maisons du futur, il y ait une pièce dédiée à la réalité virtuelle parce qu'il faut se déplacer dans une pièce, avoir des outils spéciaux. Entendons-nous bien, c'est fabuleux. 5 minutes. Voilà. Le matériel est trop lourd, les fils sont pénibles. Tout ce qui est virtual reality avec mouvement, il faut 9 mètres carrés, rien que pour essayer le moindre truc. Mais justement, je me souviens que Tomb Raider avait été montré. C'était une nana avec des gros seins qui était dans un temple qui tuait des tigres. Donc il y avait Indiana Jones, il y avait le côté sexy et ça marchait bien. C'était un plateforme exploration. Les gens sont devenus tarés quand ils ont vu le jeu. Ils se sont tous dit, nous on va faire comme ce jeu. Et aujourd'hui, quand on regarde, 20 ans plus tard, on a du GTA V, on a du Gears of War, on a vraiment cette représentation, le TPS qui domine le marché. Assassin's Creed, le nouveau Tomb Raider, voilà. Même les Fallout, les Bethesda, maintenant il y a une vision TPS. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a eu on va dire, cette démonstration à un moment qui a fait péter les plombs à tout le monde. Et là, en ce moment, on l'a. C'est-à-dire qu'on est à un point de convergence où les gens sont en train de péter les plombs. Et je vais même vous dire, on m'a proposé par exemple de faire Out There en réalité virtuelle. Out There, c'était un jeu dans lequel il y a des placards de texte. Et moi, je leur ai dit, comment vous allez faire pour les textes? On met pas de problème, on met les textes dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire que les gens sont tellement, on va dire, ils veulent tellement de la réalité virtuelle qu'ils sont prêts à faire des absurdités pour avoir de la réalité virtuelle. Voilà. Donc, la réalité virtuelle a un énorme potentiel. On est en 94, j'aime bien cette date, il se passe plein de choses. C'est aussi un peu l'arrivée du CD-ROM. Et quand le CD-ROM est arrivé, tout d'un coup, on avait 640, 650 mégas de dispo. Alors qu'avant, sur une disquette, on avait 1,4 dispo. Et donc, les gens, ils ont commencé à mettre leurs jeux de disquette sur CD-ROM, mais 95% du CD-ROM n'était pas utilisé. Et on attendait, et c'est venu avec un jeu Lucasfilm qui s'appelait Rebel Assault, on attendait le jeu qui utilise vraiment les possibilités. Et c'est pas venu tout de suite. Et aujourd'hui, il y a de belles démos, mais il n'y a pas encore de jeu qui utilise pleinement la réalité virtuelle. Donc on ne peut pas encore dire que le jour zéro de la réalité virtuelle, à l'heure où je vous dis ces paroles, est commencé.
Form factor. Le form factor, c'est la forme de ton téléphone. C'est un terme de hardware qui dit bah voilà, son téléphone il s'ouvre, si c'est un clamshell, il a un form factor qui est différent de ton tactile, etc. quoi. Moi, ce que j'entends quand je parle de form factor, c'est l'expérience de jeu. C'est-à-dire qu'une expérience de jeu sur un petit écran et sur un grand écran sont différentes. Pas qu'à cause du contrôle, mais aussi à cause de la taille de l'écran. Un Clash of Clans sur tablette et un Clash of Clans sur téléphone, c'est pas exactement la même chose. Et donc du coup, quand tu fais des expériences de jeu, elle est plus ou moins optimisée pour une certaine taille d'écran, pour un certain input. Et évidemment, tu peux avoir des jeux qui fonctionnent bien sur console et sur PC, et sur mobile, mais tu vas avoir toujours quelque chose qui est plus adapté qu'eux. Et du coup, je suis intéressé de voir ce que sera le type de jeu qui est form factor, pour lequel le form factor de la réalité virtuelle est vraiment adapté. On parle beaucoup des jeux de cockpit, donc voitures, vaisseaux spatiaux, avions et tout, parce que tu es assis, tu regardes autour de toi et tu as l'effet immersion. La VR, si tu veux, c'est un truc à part, qui sculpte une grammaire à part, un usage à part, qui ne peut pas s'utiliser pendant 3 heures sans que ça te file des torticolis pas possibles, etc. Qui s'utilise de manière physique. Donc pareil, quand tu rentres le soir claqué chez toi, tu n'as pas envie de faire des pompes pour avancer dans un niveau, quoi. Donc voilà, je pense que la VR, elle se vendra comme la Wii Board et elle aura un usage comme la Wii Board. Elle a des très belles promesses, elle va vendre des très belles promesses, les gens vont s'apercevoir de la friction de ces promesses, de ce que c'est de vraiment l'utiliser. Et puis après, tout doucement, elle va s'éteindre un peu, puis elle repartira. Le problème que le motion gaming a eu, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de killer app, quoi. La seule killer app, c'était les jeux de danse. Et c'est une niche, c'est une très bonne niche, hein. Pas de problème là-dessus, mais c'était pas une niche suffisante pour justifier les investissements faramineux que Microsoft avait fait par exemple sur Kinect, quoi. Kinect c'est devenu une espèce de télécommande pour télé surdesignée, quoi. Enfin, d'un point de vue technologique, la Kinect 2, c'est un truc fantastique, hein. C'est des problèmes très complexes qu'ils ont réussi à résoudre, mais ils résolvent des problèmes que personne n'avait en fait. C'est toujours le même souci, c'est quand tu résous un problème, si c'est un problème que personne cherchait à résoudre, personne ne s'en sert. Ça doit être génial et très intelligent. En l'intégrant dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je pense qu'il faut se retrouver effectivement avec du motion gaming, la technologie motion qui revient sur le devant de la scène. Ce sont les consommateurs qui font évoluer le marché, c'est la demande en l'occurrence. Les jeux sont vendus au prix où ils sont achetés. C'est-à-dire que si demain on a l'impression que personne achète, d'ailleurs c'était le cas, que personne achètera un Assassin's Creed à 70 €, il sera vendu 45 € et c'est tout. Et on ne vend pas du tout des jeux vidéo comme des tomates en prenant le prix du producteur et du prix du distributeur, on fait le prix psychologique et c'est tout. Le modèle économique joue sur le form factor. Ton jeu pour téléphone, c'est fou, hein. Un téléphone ça coûte 600 €, mais tu vas avoir du mal à acheter un jeu à 1 €. Il y a cette espèce de barrière de l'écran est petit, c'est une petite application, c'est un petit jeu fun, pourquoi est-ce que je paierais 1 € alors que je vais aller payer 50 € un jeu sur console, d'accord? On parle d'un ratio de 1 à 50, c'est fou quoi. Mon téléphone coûte plus cher que cette fichue console, c'est fou aussi, mais le jeu lui est accepté à un certain prix sur la console et pas sur le téléphone. Aujourd'hui, si demain je sors un jeu, j'ai passé 10 ans de ma vie ou 1 an de ma vie ou 1 mois et je le vends sur iPhone, le jeu il va coûter 2,99 €. C'est pas parce que j'aurais mis 1 million d'euros ou 10 000 € dedans, c'est simplement parce que si je le mets à 5 €, personne ne va l'acheter. Et si je le mets à 99 centimes, je sais que les gens l'achèteront, mais j'aurai le même nombre de gens qui vont l'acheter à 99 centimes qu'à 2,99 €. Donc c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande et pas du tout de la valorisation du travail. Le métier d'un éditeur, c'est de suivre et d'anticiper le marché. C'est pas de prendre des risques pour révolutionner le monde. Les grands éditeurs, ce qu'ils ont dans la tête, c'est la stabilité du marché. C'est-à-dire que c'est pas du tout eux qui ouvriront le mobile ou qui ouvriront la VR, eux ils sont suiveurs sur le marché.
Ils sont suiveurs, mais avec une telle force de frappe qu'on a toujours l'impression. Je sais pas si tu connais la métaphore du du chorégraphe d'éléphant. Chorégraphe d'éléphant, il regarde l'éléphant qui est une bête énorme et il voit que le pectoral de l'éléphant qui est là se contracte. Ça veut dire que l'éléphant va lever la patte. Et donc lui, il dit « Ah, lève la patte gauche !» Et comme lui, il a un bras très léger, il fait juste ça. Et là, tu vois l'éléphant qui lève la patte. Tu fais « Waouh, le mec, il dit à l'éléphant comment bouger. » En fait, non. C'est l'éléphant qui va bouger et c'est le mec qui arrive à prévoir comment un peu, enfin, qui arrive à voir les prémices du mouvement, qui sait où observer, qui fait semblant que c'est lui qui a fait la révolution, quoi. Tu vois, c'est lui qui a fait bouger l'éléphant. Mais c'est pas le cas. Et c'est exactement ce qui se passe avec le mobile, etc. Machin. Si tu regardes les conférences, Electronic Arts et Activision, etc., ils essayent tous de te persuader que c'est eux qui ont lancé le mobile, quoi. Tu vois, que le jeu sur mobile, c'est grâce à eux. Alors que non, enfin, tu vois, tous les gens qui connaissent un peu le jeu savent qu'ils sont super suiveurs là-dessus. AAA est dans une espèce de situation un peu étrange, le cul entre deux chaises, avec d'un côté des jeux qui coûtent de plus en plus cher à faire, donc qui ont besoin de peut-être toucher une audience de plus en plus vaste pour pouvoir se rentabiliser, et de l'autre côté une audience assez niche par rapport à un Candy Crush. On a beau dire ce qu'on veut, l'audience Candy Crush, le nombre de gens qui sont touchés par Candy Crush est beaucoup plus important que l'audience qui touche Call of Duty. Le marché, il change très souvent. Les règles changent souvent. C'est un milieu en mutation forte. Et il n'y a qu'une seule règle, c'est que ça change tout le temps. Donc il faut être très adaptable. Les portails de jeux Flash, ça a vraiment cartonné dans les années 2000. Donc là, beaucoup de gens jouaient sur navigateur. Aujourd'hui, il y en a moins parce que les gens qui jouent sur navigateur se sont reportés sur le mobile, par exemple. Mais le jeu sur navigateur, dans l'avenir lointain du jeu sur navigateur, je pense qu'il va juste changer de langage. Ce sera plus forcément Flash, ce sera du HTML5 ou autre chose, du JavaScript ou un autre langage qui n'existe pas encore. Et j'en attends pas une croissance folle. Je pense que ça va rester parce que on est toujours sur les ordinateurs. Il y a toujours une demande pour jouer sur ordinateur. Mais j'en attends pas une croissance folle non plus, quoi. Des évolutions de marché, des évolutions technologiques, des évolutions aussi dans le goût des joueurs sur telle typologie de jeu. Donc il faut sans cesse inventer, sans cesse se réinventer, se remettre en question. Mais il faut aussi être en capacité d'être présent au bon moment sur ces marchés. Et la difficulté du bon moment, c'est que quand un nouvel écosystème technologique sort, il faut être capable de proposer rapidement ses contenus sur ce nouvel écosystème et pas sur l'ancien. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité à produire vite, à être créatif et donc à investir. Ça veut dire que finalement le nerf de la guerre, c'est non seulement les talents qui vont permettre de rendre palpable l'expression de cette créativité et autres, mais c'est également la capacité à investir de l'argent, à produire pour être en capacité d'aller vite. Donc finalement, la clé de la réussite, c'est d'aller vite pour anticiper finalement ces ruptures, ces évolutions de marché, ces mutations. On voit très bien dans le secteur du jeu vidéo, comme d'ailleurs dans d'autres industries technologiques, que les premiers entrées sur un marché, sur une nouvelle plateforme, sur un nouvel écosystème, sont en général ceux qui vont avoir le meilleur retour sur investissement. Il y a un an, si vous sortiez votre jeu en Early Access, c'était un bon plan pour avoir un projet pseudo-réussi. Voilà. Aujourd'hui, si vous le sortez, votre jeu va être mal vu. Comme quoi, ça change beaucoup. Mais il y a des gens qui rêvent de ça, qui rêvent de participer à la production d'un jeu, de le faire évoluer d'une façon que eux estiment être la bonne. Donc oui, les alphas, mais c'est ce qui est le plus important pour un développeur indé, c'est de proposer le jeu en alpha le plus tôt possible pour que les gens fassent des retours et que du coup on puisse améliorer le jeu de la meilleure façon possible. Ça veut dire que du coup, sur la durée, les entreprises doivent faire preuve d'une capacité à anticiper, d'avoir une vision à long terme, de se projeter, de faire des paris. Voilà, de se dire peut-être que dans 10 ans, on jouera de telle manière. Donc nous, entreprises, on va investir massivement dans ce secteur-là et on va y aller. Ou alors, c'est de rester prudent et de se dire non, il continuera à y avoir des joueurs sur PC, sur console, donc on va rester sur ce marché-là qu'on connaît bien, sur lequel on est bon, et donc on va continuer à produire des contenus pour cet environnement-là. Les gens qui sont dans des positions dominantes veulent rester dans des positions dominantes, veulent que le marché ne change pas,
parce qu'ils ont une connaissance fine de ce que c'est que prendre un risque. Donc ils savent où est-ce qu'ils peuvent prendre un risque. Quand le marché change complètement drastiquement, la notion de risque et la notion d'assessment du risque au moment où on fabrique le jeu pour la première fois, sachant qu'on va se balancer dans un projet de 3 ans avec des centaines de millions de dollars, quoi. Donc il y a un enjeu monétaire énorme à savoir ce que c'est qu'un risque. Et pour ça, il faut que le marché ne change pas. En fait, c'est ce qui me fend le cœur avec les gros éditeurs, cette espèce de volonté de vouloir absorber ou concurrencer des phénomènes ludiques que eux ne contrôlaient pas ou que eux ne connaissaient pas. C'est EA qui cherche à faire un concurrent à League of Legends. Et pourquoi ? Pourquoi vous voulez rentrer en frontal avec ce jeu qui est déjà devenu énorme, sur lequel vous ne comprenez rien, et sur lequel vous êtes incapable d'arriver à concurrencer ça? Pourquoi vouloir faire des concurrents à World of Warcraft absolument, alors que c'est un jeu qui a 10 ans, que les 10 ans d'existence pour un jeu comme World of Warcraft, c'est 10 ans de contenu, c'est 10 ans d'expertise que personne ne peut avoir face à eux, quoi. Donc, pourquoi aller contre eux? Pourquoi ne pas prendre le concept qu'ils avaient, à savoir faire quelque chose dans une certaine niche mieux que n'importe qui d'autre, et l'appliquer à une autre niche? Et ça, c'est un peu une espèce de paradoxe des gros éditeurs qui se retrouvent à toujours être suiveurs. Et toujours vouloir dire « Ah, mais ça c'est la tendance, allons vers la tendance, allons faire ce truc-là que les autres ont fait ». Plus le secteur se développe, plus la croissance est là, plus la fragilité des entreprises est quand même présente. Tout simplement parce qu'un groupe comme Activision, par exemple, qui fait des acquisitions importantes, se retrouve aujourd'hui avec une surface d'exposition et donc une surface de risque qui est colossale. Donc, plus on se développe, plus on engage finalement de création et de produits sur le marché, plus la surface de risque qu'on va avoir est importante. La surface à l'échec, elle est importante. Pour les petites entreprises, la difficulté, c'est que leurs moyens sont limités en termes d'investissement et leurs moyens humains aussi. Donc, elles ne peuvent pas produire des centaines de titres, hein, elles vont produire quelques titres. Donc, les choix qu'elles vont faire sont déterminants. C'est-à-dire que même si elles ont une capacité d'investissement forte, si le choix qui est fait n'est pas le bon, la mort est souvent au rendez-vous de l'entreprise. Donc, on a toujours beaucoup de défaillances dans notre secteur d'activité, mais on a aussi beaucoup de réussites. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de se dire quels sont les éléments qui vont me permettre d'anticiper cette réussite et d'éviter l'échec. Donc, voilà, c'est toujours un dosage entre prendre du risque sur un marché, donc d'essayer d'être le premier, quitte à ce que ce ne soit pas le bon marché et que du coup, bah, voilà, on a raté le coche, et attendre un peu et ne pas être le premier. Et du coup, bah, si on n'est pas le premier, est-ce qu'il y a encore de la place pour les nouveaux entrants? Les consoles ne sont pas mortes. En tout cas, la console telle qu'on la connaissait il y a 10 ans, ça, elle est morte depuis longtemps. Mais on voit qu'aujourd'hui, la 8e génération ne ressemble pas du tout à la 7e. Et probablement, s'il y a une 9e génération, elles seront très différentes. Elles pourront rendre accès à la réalité virtuelle de façon plus systématique. On pourra jouer aussi en streaming, c'est-à-dire ne plus avoir à télécharger les jeux, mais accéder à un catalogue de jeux extrêmement vaste, comme on a aujourd'hui, voilà, la vidéo on demand sur des catalogues avec un abonnement mensuel. Donc, je dirais que tout est possible. Je pense que le modèle d'aujourd'hui qui consiste à dire « j'achète un jeu, le prix c'est tant, et il est à moi », même si en fait il n'est pas à moi, mais en tout cas j'en jouis intégralement, c'est le modèle qui est le plus favorable aux joueurs. Tout autre modèle est une déperdition. Et je pense qu'il y a des développeurs et des petits éditeurs qui ont les moyens de faire perdurer ce modèle et de capitaliser la fidélité des acheteurs là-dessus. Et que donc tous les autres modèles apparaissent assez facilement comme des arnaques ou des abus. Voilà, c'est tout. Orange, etc., machin, ils ont envie d'avoir Netflix et d'avoir des jeux et d'avoir des... Tu vois, enfin, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'autres canaux que eux. Mais que je dis Orange, mais SFR, enfin tous les gens qui ont une box sous votre télé déjà, ils ont envie de vous donner, de vous filtrer du contenu et d'être Apple avec un magasin propriétaire où ils prennent 30% à chaque fois qu'il y a une transaction, quoi. Le jeu vidéo, c'est probablement demain le grand médium de divertissement du XXIe siècle. Pour moi, le truc qui tient le jeu vidéo en arrière, c'est le fait qu'il y ait une faible compréhension du gameplay et même une volonté de ne pas trop y réfléchir.
qu'on explore le moins possible l'espace, parce que si jamais on fait des grandes nouvelles brèches, etc., faut recommencer à zéro, faut refaire des jeux tout plantés, faut refaire des jeux qui marchent pas, dont le gameplay fonctionne jamais, etc. Que ce soit sa structure, ou la façon dont il fabrique des histoires, ou la façon dont il a des influences justement sur le monde autour de lui. Et ce qui le débloque, c'est qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent et qui ont envie d'y réfléchir. Donc il va avancer, il n'y a aucun doute pour moi. Je ne suis pas du tout pessimiste. Ce que je dis, c'est que mon constat, c'est ça. C'est où va le jeu vidéo, il va progresser tout doucement dans cette espèce de conflit entre les gens qui ne veulent pas qu'il avance et les gens qui veulent qu'il avance. D'ailleurs, la France a un vrai rôle à jouer. Il y a une quinzaine d'années, on était un pays parmi les leaders dans la création mondiale de jeux vidéo. On a perdu un peu de notre superbe dans les années 90 à la faveur du Canada qui, à grand renfort de crédit d'impôt et autres, a pu inciter les meilleurs talents à s'expatrier. Mais on se rend compte que le mouvement s'est inversé et que la France reprend des couleurs. Donc ça, c'est plutôt positif. On est dans un régime particulier parce qu'on est un pays, on n'est pas le seul, hein, il y a l'Australie par exemple qui me vient en tête, on est un pays qui donne des subventions aux jeux vidéo. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, vous devez aller à la banque et leur dire j'ai besoin de 1 million d'euros et je vous les rendrai. Donc là, la France, elle vous donne pas 1 million d'euros, mais elle vous donne, on va dire, 100 000 euros et elle vous ne demande rien en échange sinon de finir votre jeu. C'est le problème de ce marché, il y a des ruptures, elles existent. Et une fois qu'elles sont apparues, elles sont évidentes à tout le monde et tout le monde se l'arrache, y compris les éditeurs les plus frileux. Donc ce qui compte vraiment, c'est les 10%, c'est pas les 90%. Ce qui compte vraiment, ce qui fait le cœur du jeu, c'est les 10%. C'est les mecs qui traficotent, c'est le mec qui, avec un Kickstarter, réinvente la réalité virtuelle et se fait acheter des millions par Facebook. C'est lui qui compte. C'est pas les 15 autres ou les 20 autres qui ont dit ça n'a aucun intérêt, y compris moi. Le jeu va s'immiscer de plus en plus dans la vie quotidienne des utilisateurs de dispositifs numériques. Et on le voit très bien également, que ce soit sur les dispositifs mobiles. On a différentes façons, différentes temporalités de jeu aussi qui s'imposent. Ben voilà, faire une partie rapide dans un transport en commun, jouer au travail, jouer en cours, jouer avec ses enfants. Si je regarde l'avenir du jeu vidéo, je me dis surtout que le monde ne ressemblera pas à ce qu'il est aujourd'hui et que donc, par extension, les jeux vidéo ne ressembleront pas à ce qu'ils sont aujourd'hui.